Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un voyage un peu particulier. On va partir d'une seule personne sur une chaîne de montage pour arriver, étape par étape, à une réplique virtuelle de toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est un périple fascinant qui va nous montrer comment tout est connecté, de l'humain au numérique. C'est ça, le nexus de la production next-gen. Et pour commencer ce voyage, on va partir du terrain, vraiment au plus près de l'action. Et quoi de mieux que cette phrase, toute simple, trouvée au détour d'une discussion sur Reddit. Elle résume parfaitement la base de la production traditionnelle, la répétition. Avant de parler de technologie et d'algorithmes, il y a cette réalité-là. Alors voilà notre première étape, le cœur de la ligne, l'expérience humaine. Parce qu'au-delà de tous les clichés, avant même de parler machine, il y a des gens. À quoi ressemble leur quotidien? Et qu'est-ce que ça nous apprend sur le système tout entier? Eh bien, ce qui ressort des témoignages, c'est assez clair. D'abord, des tâches hyper répétitives, au point que le cerveau, pour se protéger, se met en quelque sorte en pilote automatique. C'est aussi un travail qui est souvent exigeant physiquement, et pour ce qui est des interactions sociales, elles sont souvent limitées au temps de pause. Dans un environnement comme celui-là, on comprend que les perspectives d'évolution puissent paraître compliquées. Ok, maintenant, on va prendre un peu de recul. C'est notre premier zoom arrière. On quitte l'expérience individuelle pour regarder la structure, la ligne de production elle-même, en tant que système physique. On passe de la force manuelle à l'assemblage. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Parce que bien sûr, ça ne s'est pas fait en un jour. Au XVIIIe siècle, tout dépendait de la nature. Les moulins à eau, les moulins à vent. Puis arrive la machine à vapeur. Et là, elle change toutes les règles du jeu. On peut enfin construire les usines près des gens. Ensuite, l'idée de connecter les étapes fait son chemin. Oliver Evans est un pionnier avec son moulin. Mais le vrai séisme, c'est 1913, Henry Ford et sa chaîne de montage mobile. À partir de là, plus rien ne sera comme avant. Juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, une chaîne de production, c'est quoi exactement? En fait, c'est l'intégralité du voyage. Ça ne concerne pas juste l'assemblage final, mais bien tout le cheminement, depuis la matière première brute de chez Brut jusqu'au produit livré sur le marché. Et ce parcours, c'est une sacrée aventure. Pensez-y, ça part de l'extraction de la matière première, quelque part sur la planète. Puis transport, préparation, transformation, et ce n'est pas fini. Il faut ensuite emballer, conditionner et enfin livrer. C'est vraiment une chaîne au sens propre. Si un seul de ces maillons vient à casser, c'est tout le système qui s'arrête. Allez, on prend encore plus de distance. Nouveau zoom arrière. On a vu l'humain, on a vu le système physique. Maintenant, on va s'intéresser à la couche invisible qui pilote tout ça, le cerveau numérique. Comment est-ce qu'on organise un monstre aussi complexe? La question est simple, mais la réponse est tout sauf évidente. Une ligne de prod, c'est des milliers de pièces, des centaines de personnes. Comment on s'assure que tout ce petit monde sait quoi faire, quand le faire et surtout en quelle quantité? Comment on évite le chaos permanent? Eh bien, la première vraie réponse structurée, elle arrive dans les années 60. On l'appelle le MRP, pour Material Requirement Planning. Avant ça, c'était beaucoup d'intuition et de grands tableaux. Le MRP, c'est la première vraie méthode pour calculer précisément de quels matériaux on a besoin et à quel moment. Fini les stocks qui débordent, ou pire, les ruptures qui bloquent toute la production. Et logiquement, on s'est vite dit, pourquoi s'arrêter juste aux matériaux? C'est comme ça qu'est né le MRP2. Si le premier MRP, c'était en quelque sorte la liste de courses de l'usine, le MRP2, c'est son agenda complet. Il ne gère plus seulement les ingrédients, mais aussi les cuisiniers, la main-d'œuvre et les fours, c'est-à-dire les machines. Son but est de répondre aux questions clés: quoi fabriquer, combien, quand et avec quelles ressources. D'accord, on a donc un super cerveau pour tout planifier. Mais un cerveau ne sert à rien si le corps ne suit pas. Et le corps de l'usine, ce sont ces machines. Ce qui nous amène à une autre couche essentielle, souvent dans l'ombre, le système de support. Comment on fait pour que le cœur du réacteur ne s'arrête jamais? Pour ça, il existe plusieurs philosophies. On peut faire une analogie avec une voiture. Il y a l'approche réactive, la panne arrive, on répare. C'est la maintenance corrective. On répare juste ce qui est cassé. Ou curative, on remplace carrément tout le moteur. Plus intelligent, on peut anticiper. C'est le préventif, soit systématique, comme la vidange, tous les 15 000 km, qu'on en ait besoin ou non, soit conditionnel, on regarde l'état des pneus et on les change seulement quand ils sont usés. Et enfin, il y a le Graal, le prédictif. Là, c'est comme si la voiture nous disait elle-même: attention, d'après l'analyse de mes vibrations, une pièce va lâcher dans 3 jours. On intervient avant même que le problème n'existe. Et nous voilà au dernier zoom arrière, le plus grand, le plus impressionnant. On quitte le présent pour se projeter vers ce qui s'en vient, le futur de la production, l'usine virtuelle next-gen, le fameux jumeau numérique. L'idée de base est à la fois simple et complètement vertigineuse. Et si on pouvait construire, tester et même optimiser un moulier d'usine virtuelle avant de poser la moindre brique ou de visser le moindre boulon dans le monde réel?
Voilà, c'est ça la promesse du jumeau numérique. Un simulateur ultime pour l'industrie. Et ce concept de jumeau numérique a lui-même beaucoup évolué. Au départ, au sens strict, c'était une simple réplique virtuelle. Mais aujourd'hui, au sens large, c'est devenu bien plus que ça. Ce n'est plus juste un objet et sa copie. C'est un véritable écosystème. Il y a l'objet physique, son jumeau virtuel, et entre les deux, un dialogue permanent de données qui leur permet d'évoluer ensemble en temps réel. Et c'est là que la vision prend une toute autre dimension. Parce que l'ambition, aujourd'hui, ce n'est plus seulement de modéliser une machine ou même une seule usine. Non, l'objectif ultime, c'est de créer le jumeau numérique de l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement. On parle alors d'un système de systèmes. C'est-à-dire que chaque acteur de la chaîne, le fournisseur, l'usine, le transporteur, a son propre jumeau numérique et tous ces jumeaux communiquent entre eux. Le résultat, c'est une réplique virtuelle et dynamique de tout le réseau. C'est le nexus ultime, où un problème chez un fournisseur en Asie peut être simulé en quelques secondes pour voir son impact à l'autre bout du monde, et ce, avant même qu'il ne se produise réellement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question absolument fascinante pour l'avenir. Une fois que ce miroir virtuel du monde physique existera, une fois que l'usine aura sa copie parfaite, que se passera-t-il après? Quelle sera la prochaine révolution, quand le monde physique et le monde numérique ne feront plus qu'un? La suite reste à écrire